Depuis des années, il est considéré comme une icône par de nombreux jeunes sur le continent. Aujourd'hui encore, il symbolise la réussite à travers son parcours extraordinaire en Europe. George Weah est notre invité sur Africa News. Salut. Salut. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue. Merci de nous recevoir ici. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous ai vu à la télé à Accra. C'est votre pays aussi. C'est mon pays et c'est également votre pays. Merci encore de nous recevoir ici. George, vous êtes un pionnier pour tous les joueurs talentueux qui rêvent de faire carrière à l'étranger. Racontez-nous vos débuts dans le football et à quoi ça ressemblait de vivre au Libéria en attendant de devenir une superstar mondiale. Pour un Africain, vous savez, le football nous a beaucoup inspirés. En particulier ceux qui, vous savez, ont grandi dans la précarité. Nous suivions les matchs et regardions à la télévision beaucoup d'icônes, les équipes et les joueurs que nous aimions, et cela nous encourageait à jouer. Et grandir dans les ghettos était un mode de vie. Mais nous ne savions pas que nous allions passer à un autre niveau. Le football, pour nous, était comme on jouait. Nous voulions y aller tous les jours pour le toucher, pour jouer et suivre le mouvement. Et puis, nous avions tous commencé à acquérir des compétences. C'est là que nous avons réalisé que ce n'était pas seulement jouer, mais également quelque chose qui pouvait vous enseigner de grandes choses. Étiez-vous nerveux ou excité devant cette opportunité de quitter le pays pour aller jouer en Europe? Ah, les deux. J'étais excité, mais également nerveux parce que c'est un endroit où je n'étais jamais allé et que je devais aller vivre ailleurs. J'avais eu l'occasion de voyager avec l'équipe nationale du Libéria en 1986 au Brésil. Ce fut mon premier voyage. Et ils voulaient que je reste. Mais j'avais peur. J'avais ma pauvre grand-mère à la maison et je ne connaissais pas le pays. J'ai dit non, c'était ma première occasion. J'ai donc décidé de ne pas rester au Brésil. À cette époque, je ne savais pas ce que signifiait devenir un joueur professionnel. Parce que je venais d'un pays où, quand vous jouez au football, vous êtes un enfant de la rue et vous ne pouvez pas changer cette perception. Jouer au football, c'était comme si vous ne valiez rien dans la société. J'ai eu une autre occasion d'aller aux États-Unis grâce à un ami qui voulait s'assurer que je m'y rende pour finir le lycée. Il est venu me le dire, mais je lui ai dit que ce n'était pas possible. J'ai refusé cette opportunité, espérant un jour rejoindre la France. Comment s'est déroulée votre installation et quel rôle a joué Arsène Wenger dans cette étape de votre carrière? Oh, c'était très difficile parce que je suis arrivé en Europe avec beaucoup de controverses, beaucoup de problèmes. Là-bas, j'ai été exploité. Comme les autres enfants africains qui n'ont pas de manager. Et les gens en profitent. Ces choses me sont arrivées et tout ce que j'étais supposé gagner m'a été volé. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai été très déçu. Mais j'avais décidé, je suis déjà là, donc j'ai juste continué à travailler. Mais tout était difficile à cause de la barrière de la langue. Je ne pouvais pas comprendre le français. Et le racisme était à son apogée à cette époque. Donc c'était très dur. Mais heureusement pour moi, Arsène pouvait parler anglais. Et il m'a encouragé en parlant anglais. Il a fait en sorte que je me sente bien. Et puis j'ai rencontré Glenn Hoddle. Glenn Hoddle qui m'a dit « George, nous allons prendre soin de toi.
C'est ainsi qu'Arsène est devenu mon mentor. Il était comme mon père, il m'a pris en charge. À Monaco, je n'étais pas seulement un joueur, mais à Monaco, j'étais comme le fils de l'entraîneur. L'entraîneur qui m'a discipliné comme un père. Et quand j'avais tort ou ne faisais pas bien les choses, il me le disait. À un moment, je pensais qu'il me contrôlait et j'étais bouleversé. J'ai dit, pourquoi tu veux me contrôler? Il a dit, non, je veux juste t'aider. Si tu m'écoutes, tu seras l'un des meilleurs joueurs du monde. J'ai dit, pourquoi dois-je vous écouter? Je dois pratiquer. Il a dit, tu as besoin plus que de la pratique. Donc quand je donne un temps de repos, tu n'as pas besoin de te reposer. Tu vas venir avec moi pour travailler les aspects qui te manquent. La France a été votre première destination en Europe. C'était l'objectif ou alors le plus important pour vous, c'était de jouer en Europe, peu importe le club? Oh non, je voulais juste une opportunité pour me rendre en Europe, parce que je savais que ma vie et celle de ma famille allaient changer. Et bien sûr, en allant en Europe, vous saviez que vous n'y alliez pas pour jouer gratuitement. Ce n'est pas comme au Libéria où on est payé 10 $ à la fin de chaque match. Donc en allant en Europe, je savais que je serais bien payé. Mais l'argent n'était pas ma seule motivation. Je voulais rendre fière ma famille et mes amis. Parce que quitter le Libéria n'était pas quelque chose de facile. J'ai entendu beaucoup de critiques négatives. Pourquoi il quitte l'école? Il va perdre son temps. On a entendu beaucoup de choses négatives qui pouvaient nous décourager. Mais une fois que vous voulez persévérer, vous devez continuer à écouter Dieu. J'ai donc continué à prier. J'ai écouté Dieu. J'ai prié tout le temps pour ma réussite dans le jeu, pas seulement pour gagner de l'argent, parce que si vous travaillez bien, vous pouvez gagner de l'argent. Mais ma première motivation était de montrer mon talent. Peut-être qu'en montrant mon talent, cela pouvait offrir des opportunités à d'autres Libériens de rejoindre l'Europe. Et c'est ce qui est arrivé. Dans combien de temps pensez-vous qu'un Africain pourra décrocher un ballon d'or FIFA? Si vous m'aviez posé cette question il y a 20 ans, qui aurait su? Je veux dire, génération après génération, décennie après décennie, les gens posaient la question. Et je suis venu et j'ai gagné. Et les gens continuent de poser la même question. Un autre fils africain viendra et gagnera le ballon d'or. Vous voyez aujourd'hui, nous avons beaucoup de grands joueurs africains dans le monde. Regardez Pogba et d'autres noms. Ils font de leur mieux. Ils doivent progresser et dominer. Et ce que nous devons faire, c'est prier, parce que je sais que l'Afrique ne s'arrêtera pas là. Elle aura bientôt un autre ballon d'or. Les joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Yaya Touré ont-ils les moyens de gagner ce ballon d'or? Ça a commencé juste comme ça. J'ai été le premier sur la liste africaine. Je voulais le titre de meilleur joueur. Kalusha a gagné. Mon nom est sorti, Abedi Pelé a gagné. Mon tour est venu, j'ai gagné. Donc, l'une des meilleures choses qui puissent nous arriver, c'est de voir Aubameyang faire partie de la liste. Aujourd'hui, c'est le vainqueur du titre de meilleur joueur africain. Et il ne fait que commencer. S'il continue à bien faire, il peut être un candidat au Ballon d'Or. Et s'il passe les critères, s'il réunit les critères, il pourrait être le meilleur joueur du monde parce qu'il a du talent. Messi domine, Ronaldo domine. Vous comprenez? Donc, la prochaine personne qui viendra de l'Afrique doit faire 2 fois ce qu'ils font. Parlons de votre implication dans la sélection nationale. A-t-il été facile de mettre sur pied une équipe dans un pays qui sortait d'une guerre civile? C'était très difficile. Et certains pensaient que ce n'était pas possible. Mais nous y avons cru. Nous avons cru que c'était possible.
Si c'était la seule chose à faire pour rétablir notre image, alors nous devions le faire. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas eu la force de le faire, mais j'avais besoin qu'ils se joignent à moi et j'allais mettre les ressources disponibles pour peindre une bonne image de notre pays. Parce que quand les gens qualifient les Libériens de sauvages, de cannibales, vous savez, et chaque fois que vous allez jouer et qu'on parle de votre pays, qu'on vous dit vous êtes des tueurs, vous savez, ça vous rend fou et ça vous rend triste. Vous avez été un meneur au sein de la sélection et vous avez essayé d'avoir le même impact hors du terrain, mais vous avez perdu la présidentielle contre Mme Sirleaf Johnson en 2005. Premièrement, nous devons être clairs. Vous savez, quand les gens me disent « j'ai perdu contre Mme Sirleaf », je n'ai pas perdu contre Mme Sirleaf. Je n'ai pas perdu. Vous savez, chaque fois qu'il y a des irrégularités et que les élections sont truquées, vous ne pouvez pas prétendre que l'adversaire a perdu. Vous comprenez? Et ce qui s'est passé est pour l'amour du pays, la nature pacifique de George Weah et la passion pour notre peuple, nous avons laissé tomber 2 fois. Et je sais qu'il n'y aura pas une 3e fois. Êtes-vous encore intéressé par une nouvelle candidature? Eh bien, je vais faire une déclaration le 28 avril prochain et notre peuple se prépare. Bien sûr, je veux participer au processus. Mais vous savez, nous avons des normes dans notre parti. Nous allons vers la convention et même si je déclarais que je veux participer à ce processus, et je sais que je serai le prochain candidat, le candidat du Congrès pour le changement démocratique, donc je vais le déclarer le 28. Et le monde doit être conscient que je suis une bonne personne et que je peux signer des coopérations, des collaborations pour que mon peuple travaille. Et je suis prêt à travailler. Je l'ai tant fait pour l'Afrique et je crois que dans le processus, je peux apporter plus sur la table. Georges, merci du temps que vous nous avez accordé. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.